L'histoire des Juifs de France, c'est tous les matins en compagnie de Christophe Dard. Et aujourd'hui avec Christophe, nous allons vous parler d'un homme, d'un grand industriel qui a révolutionné l'automobile en France dans la première moitié du XXe siècle. Et son nom reste associé à un empire, à une marque que tout le monde connaît et qui a permis à la France de rayonner dans le monde. Il s'agit d'André Citroën. Après la Première Guerre mondiale, jusqu'à sa mort soudaine en 1935, il est une personnalité incontournable et l'une des plus célèbres du pays, s'entourant des meilleurs ingénieurs pour concevoir des véhicules révolutionnaires et surtout doté d'un sens du marketing alors inédit, que ce soit pour fidéliser ses clients et pour faire la publicité de ses voitures et de la marque Citroën sur toute la planète. Christophe, vous nous proposez donc ce matin le portrait d'André Citroën. Né le 5 février 1878 à Paris, dans le 9e arrondissement, 5e et dernier enfant de Lévi Bernard Citroën, diamantaire juif néerlandais, émigré à Paris quelques années plus tôt, en 1873, en provenance de Varsovie, en Pologne, où il a rencontré sa compagne Amalia Kielman, une juive polonaise. La famille vit confortablement. Et le nom Citroën, en fait, c'est intéressant, provient du métier exercé par l'arrière-grand-père d'André, prénommé Roloff. Celui-ci était marchand d'agrumes aux Pays-Bas. Et en 1810, lorsque l'empereur Napoléon Ier annexe le royaume des Pays-Bas, les juifs néerlandais, qui, contrairement aux chrétiens inscrits dans les registres paroissiaux par le baptême, n'avaient pas de nom de famille, ces juifs sont soumis au code Napoléon. Ils doivent se choisir un nom pour être identifiés. Et donc, du coup, l'arrière-grand-père d'André Roloff choisit de se faire appeler Lemon Man, homme citron, surnom que ses clients lui donnent, puisque, comme vous l'avez dit, il est marchand d'agrumes. Alors, son fils, Barend, donc le grand-père d'André, ne prend pas la suite des affaires de Roloff et donc se tourne vers le négoce de joyaux, alors en plein essor, et à la suite justement de ce nouveau statut social, on va dire plus valorisant, Barend change progressivement son nom en Citroën, qui signifie citron en néerlandais. André grandit dans une famille dans laquelle il ne manque en tout cas de rien, mais il a 6 ans lorsque son père Lévi se lance dans une spéculation à haut risque dans une mine de diamants en Afrique du Sud, sauf que les actions en fait n'ont pas la moindre valeur. Et oui, ça c'est les risques du métier. Du coup, il est en pleine banqueroute, il est totalement désespéré. Et après une première tentative de suicide, il se jette par la fenêtre la nuit du 16 septembre 1884. Il meurt de ses blessures quelques heures plus tard, à seulement 41 ans. C'est la mère d'André qui reprend le négoce de diamants et élève seule la famille. André effectue sa scolarité au lycée Condorcet. Rappelons quand même quelques noms de futures personnalités juives qui ont fréquenté justement les bancs de ce lycée du 9e arrondissement de Paris. Henri Bergson, Victor Bach, les frères Lévi, Marcel Proust, Georges Mendel et plus tard Raymond Aron et Claude Lévi-Strauss. Oui, exactement. À rien que ça, André qui fait mettre d'ailleurs un tréma sur le E de Citroën pour que son nom soit plus joli à prononcer et aussi plus facile à dire. Élève brillant, surtout en sciences et techniques, il intègre l'école polytechnique en 1898 au 62e rang sur les 201 admis. Quand il sort, il est 162e sur 192. Bon, c'est pas terrible, ça lui permet pas d'envisager une carrière au service de l'État ou d'un grand corps. On va dire que lui s'en fiche puisqu'il se voit déjà dans le secteur de l'industrie. Et c'est pendant des vacances dans sa famille maternelle en Pologne en 1900 que Citroën fait une découverte capitale. L'un des clients de son beau-frère a mis au point un procédé d'engrenage utilisé dans des usines de filature et dans des minoteries, ces établissements industriels en fait qui transforment le blé en farine. André, très intéressé par cette découverte, décide d'acheter la licence du procédé de fabrication des engrenages et il fonde avec 2 amis du lycée Condorcet, André Boas et Jacques Instein, la société Citroën, Instein et compagnie, avec comme capital de départ une grande partie de l'héritage de ses parents. Mais le procédé a des failles, il faut le perfectionner et André Citroën se tourne du coup vers les innovations américaines. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les constructeurs des machines-outils sont beaucoup plus en avance aux États-Unis qu'en France. D'ailleurs, on en parlera souvent, les États-Unis qui vont beaucoup influencer Citroën par la suite. Grâce aux innovations américaines, il va transposer l'idée de son procédé d'engrenage avec des chevrons en acier. Alors Citroën est appelé en 1906 à la rescousse de Morse, une société automobile qui a remporté de nombreux succès sportifs mais qui traverse une période difficile. Il est nommé directeur général administrateur de l'entreprise. Et c'est un peu l'homme à tout faire. Il organise l'étude des besoins clientèle, la gestion, il modernise, il crée de nouveaux modèles et il double la production de la marque en
très peu de temps. L'entreprise qui produit 300 automobiles en 1908 jusqu'à 800 5 ans plus tard. Il gère aussi en parallèle la société anonyme des engrenages Citroën qui se situe à côté de l'usine Morse dans le 15e arrondissement de Paris et dont le logo, c'est 2 V renversés, c'est-à-dire le logo qui existe toujours de la marque Citroën. Citroën qui travaille de près avec un ingénieur, Georges-Marie Hart. C'est son numéro 2, le plus fidèle. Il est à la fois directeur général de Morse et vice-président de la société anonyme André Citroën. Et puis il se rend également aux États-Unis. Il découvre dans l'usine de l'industriel Henry Ford une méthode industrielle, le Fordisme, alliant un mode de production en série fondé sur le principe de lignes d'assemblage à moindre coût et revient à un modèle économique basé sur des salaires élevés. Oui, cela l'aide à la fois dans le perfectionnement de ses engrenages et dans ses méthodes de travail. En 1914, il quitte Morse, il se consacre à plein temps donc à sa petite entreprise. Il est dans un premier temps à la fois ingénieur en chef, directeur de production, directeur commercial, étant donné que ses 2 associés ont déjà d'autres engagements. Il est aussi président de la chambre syndicale de l'automobile et des industries. En l'espace de 4 ans, cette entreprise voit ses ventes multipliées par 10 et André Citroën est même sollicité par Skoda qui veut exploiter son brevet en Europe centrale. Ce qu'il faut dire, c'est qu'André Citroën, s'il gagne très bien sa vie, contrairement à bon nombre d'industriels, il n'est pas vraiment intéressé par l'accumulation de biens. Il ne possède que des usines et sa résidence est louée, mais il dépense quand même beaucoup d'argent dans les jeux de casino. Il est très généreux avec son entourage, y compris pour ce qu'on appelle le petit personnel. Oui, et c'est lors d'une de ses soirées au casino du côté du Touquet qu'il va rencontrer en 1913 Georgina Bingen, femme juive italienne de 21 ans. Il l'épouse 1 an plus tard dans la tradition juive. Ils auront 4 enfants. Et lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, en août 1914, il est mobilisé en tant que lieutenant, puis capitaine au 2e régiment d'artillerie de Grenoble. Et là, il constate avec inquiétude le manque d'artillerie et de munitions face à l'ennemi allemand. En janvier 1915, il propose au général Louis Baquet, directeur de l'artillerie du ministère de la Guerre, d'appliquer le modèle américain du Fordisme qui a si bien fonctionné dans ses usines automobiles. Grâce à ses économies, celles de son bras droit, Georges-Marie Hart, et surtout le financement d'un riche diamantaire d'origine arménienne, Atanik Elkanian, Citroën fait ériger une entreprise de munitions tout près des siennes dans le 15e arrondissement de Paris. En 6 semaines, les bâtiments sont construits et en quelques mois, ces chiffres sont assez incroyables, 55 000 obus sortent chaque jour à un rythme effréné. Et il faut préciser que la plupart de ces obus sont conçus par des ouvrières. 13 000, pourquoi les ouvrières ? Parce que les hommes sont sur le front. C'est donc l'occasion de rappeler bien sûr l'importance des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Modèle à la fois d'organisation, d'efficacité, on l'a bien compris, et de responsabilité sociale. Cette usine, c'est une immense réussite qui force l'admiration. Et là, l'État se dit qu'en cette période difficile de la guerre, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors du coup, Citroën est chargé en 1917, alors que la guerre s'enlise, il est chargé par le gouvernement de réorganiser le ravitaillement de l'industrie de l'armement, des services postaux militaires et aussi de distribuer les tickets de rationnement de pain dans la région parisienne. Et lorsque la Première Guerre est terminée, André Citroën décide de reconvertir son usine du quai de Javel à Paris en usine de construction d'automobiles, un moyen de transport alors en pleine expansion. C'est la naissance de l'entreprise Citroën et c'est ce que nous verrons dans la suite de notre portrait consacré donc à cet industriel juif André Citroën au prochain numéro de l'histoire des Juifs de France. Merci beaucoup Christophe. Vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour le journal sur Radio J.